Vincent Maisonnet, société Bitdefender. Je suis le responsable du service avant-vente pour Bitdefender France. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Stéphane Génodo également, qui est ingénieur avant-vente également pour Bitdefender. Aujourd'hui, nous allons regarder un sujet vraiment sur la partie détection de cyberattaques, en passant par de la prévention et également tout ce qui est investigation, qui sont deux piliers dans la sécurité qu'on va aborder de manière détaillée. Bon, voilà pour les intervenants. Alors, premièrement, une petite présentation quand même de Bitdefender. Qui sommes-nous? Alors, pour rappel, Bitdefender est une société européenne dont le siège est basé à Bucarest en Roumanie et qui a maintenant plus de 17 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité. C'est plus de 1500 collaborateurs à travers la planète, dont la moitié des effectifs en recherche et développement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se positionne comme un leader technologique parce qu'on met vraiment un focus sur le développement de technologie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, donc on a plus de 200 pays de représentation sur la planète, 100% des technos développés en interne au niveau anti-malware. Et aujourd'hui, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on va proposer nos solutions sous forme de marque blanche ou d'OEM à plus de 150 partenaires à travers la planète. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on prend toutes les solutions de sécurité qui sont sur la planète, 38% d'elles embarquent des technologies Bitdefender aujourd'hui. Et ce qui fait que Bitdefender aujourd'hui est également le premier réseau global de protection de la planète, avec plus de 500 millions d'utilisateurs derrière qui sont protégés. Donc voilà déjà pour la première petite partie sur Bitdefender. Ensuite, un petit paysage des menaces également, puisque donc si les technologies de sécurité évoluent, c'est également parce que les menaces évoluent. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que là, on voit une grande tendance au niveau des menaces à partir vers des nouvelles techniques, notamment du fileless attack ou des menaces d'obfuscation. Très clairement, ces menaces ont été créées pour passer à travers des systèmes de sécurité plus classiques. Par exemple, tout ce qui est analyse par fichier de signature, tout ce qui est du module de set bouncing en local, tout ce qui est également de l'analyse comportementale. Tout ça, en fait, sont des technologies qui font un focus sur de l'analyse des fichiers. Et voilà pourquoi, justement, les hackers se sont dit eh ben maintenant, on va faire des attaques sans fichiers. Ça permettra de passer à travers les différents systèmes de sécurité de façon transparente. Donc, on est arrivé, nous aussi, à faire évoluer nos solutions. Voilà, parce que donc, si on regarde un segment d'attaque, au début, il y a le canal de diffusion. C'est un petit peu comme du ransomware. Ça arrive également par de la pièce jointe ou bien par du lien web. C'est un élément qui va arriver au niveau de la machine qui n'est pas forcément infecté, mais qui embarque une partie active dedans pour venir télécharger le code malveillant, et ceci directement en mémoire. À partir de là, ça permet de lancer des command lines, de piloter du WMI, de piloter même des applications valides au sein de l'infrastructure pour, dans tous les cas, en fait, après, voilà, injecter du code, mais l'objectif reste de voler des données et de voler des identifiants. Puisqu'aujourd'hui, la valeur d'une entreprise, notamment, c'est les données qui sont au sein de cette entreprise. Ce n'est pas un ordinateur qu'on va casser ou une imprimante ou du réseau. C'est vraiment les données qui sont au sein. Donc c'est ce que ciblent les hackers aujourd'hui, notamment avec ces techniques d'attaque. Les attaques obfusquées également. Le vecteur d'infection va être le même, sauf qu'après, ce n'est pas forcément de l'injection de code qui sera faite, mais ça peut être du chiffrement qui peut être lancé, du décompression de packers directement en mémoire, et après, c'est encore de la command line, etc., qui peuvent être lancés, mais le but final reste toujours du vol de données, du vol d'identifiants. Du coup, si on passe sur la slide suivante... Voilà. Maintenant, on va passer directement sur la console Bitdefender Gravity Zone Ultra, qui est notre produit maintenant Next-Gen et EDR, pour vous montrer un petit peu qu'on peut voir ces éléments-là également directement depuis une cartographie. Voilà. Je vais me mettre là, ce sera bien. On va essayer de trouver une bonne résolution pour que ce soit lisible pour vous. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'était pas mal. Attends, mais ressort et revient dans le truc. Juste une minute pour mettre ça à l'écran. Voilà. Oui, maintenant, il faudra bouger un petit peu dessus et le bouger un petit peu, mais... Alors,
Ce qu'on a rajouté dans cette solution, justement, plutôt que d'avoir juste une détection et une analyse qui vous disent « ceci est un malware, ceci n'est pas un malware », maintenant on va essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'ici, on va voir exactement par quel poste c'est passé, par quel processus c'est passé, vers quelle direction, quelles sont les tentatives qui ont été effectuées, quelles sont toutes les signatures numériques, ce genre de choses-là, on va pouvoir en fait le voir directement depuis cette interface-là. Mais ça permet également de mettre en avant s'il y a des brèches dans votre infrastructure. Parce que du coup, en traçant toute l'attaque, on va pouvoir voir par quelle faille d'exploit ça a été passé, par quelle, justement par quelle command line ou ce genre de choses-là. On va pouvoir en fait retracer l'ensemble de l'attaque. Donc là, par exemple, on peut voir qu'en fait, justement, sur cette attaque-là, d'ailleurs, qui a eu lieu sur mon poste, donc là, c'est une vraie attaque, en plus, c'est pas une simulation. Donc là, en fait, je vois que le GP script a tenté d'être exécuté pour, en fait, il a essayé de lire quand même pas mal d'éléments qu'on peut voir ici, sauf qu'à chaque fois, ça a été bloqué. C'est pour ça qu'en fait, on n'a pas le détail juste après. Sinon, en fait, on peut le laisser juste faire du blocage, et dans ce cas-là, on peut accéder à toutes les informations. Mais moi, j'étais en mode désinfecté sur ma machine. Donc là, en fait, on voit qu'après, il a exécuté du command line pour, en fait, après exécuter directement du netExe, et on peut voir le détail en dessous avec le PID, les command lines qui ont été utilisées, les postes concernés, et également quand il y a des clés de registre qui sont modifiées, on a l'accès à toutes les clés de registre qui ont été modifiées, pourquoi, comment, par qui, par quel processus, etc. Mais donc là, ça permet d'interagir directement graphiquement, plutôt que de se baser sur des rapports, et après d'aller rechercher manuellement sur les machines ou de lancer des interactions qui peuvent être plus consommatrices de temps, on va dire. Est-ce que tu as un petit rapport forensique, tiens Stéphane, s'il te plaît? Puisque donc, ça c'est la première chose, mais après on peut soumettre en analyse forensique n'importe quel élément qu'on va retrouver dans l'interface. Très simplement, directement depuis l'interface. Et après on va pouvoir récupérer un rapport complet qui va nous dire qu'est-ce qu'il a essayé de faire, à quel endroit, quelles sont les clés de registre aussi qui ont été modifiées, mais là plutôt sous forme de rapport. Bien sûr, selon la menace, voilà. Par exemple, après ici, on va pouvoir voir qu'est-ce qui a été créé, qu'est-ce qui a été modifié. Donc voilà, clé de registre, tout ce qui a été process, network également. Et donc, ça permet d'avoir un visu complet au niveau graphique comme au niveau rapport, directement depuis l'interface. Oui, ça c'est le rapport forensique. Est-ce que tu peux me mettre un autre truc visuel? Alors ça par exemple c'était donc pour une attaque de type ransomware là, qui avait eu lieu. Maintenant on va en mettre une autre aussi. Voilà, alors ici, voilà, cette remontée qui va s'effectuer dans la console, on est capable également de la segmenter entre les menaces et les incidents. C'est pour ça que c'est également quelque chose, ce n'est pas une solution qui est plug and forget, ça demande à avoir un opérateur de sécurité qui soit derrière et qui analyse les éléments qui vont remonter ici. Puisqu'il y a des indicateurs qui peuvent être en fait des fonctionnements d'applicatifs tout à fait normaux au sein de l'infrastructure et des échanges de données qui peuvent être tout à fait normaux également. Mais on va le mettre quand même en évidence dans l'interface. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse vérifier et qui puisse le sortir de l'analyse s'il y a besoin. Alors celui-ci il est quand même très simple, c'est juste en fait la génération d'un exe, fondu.exe, là qu'on peut voir sur la machine. Après on va pouvoir voir le détail sinon un petit peu en dessous. Si tu peux le descendre. Mais dans les cadres aussi, quand vous subissez une infection et que vous voyez en fait qu'une infection a popé, vous ne savez pas forcément si l'infection a pu contaminer plusieurs postes également. Bon, normalement, il y a un écran avec, voilà. Et donc là, en fait, ça permet également de voir tous les endpoints qui ont été contaminés ou qui ont tenté d'être contactés pour tout ce qui est export de données. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément savoir, sinon sous forme de rapport. Là, on peut le voir très facilement. Sur la partie droite, là, sur les éléments, ici. Te mettre plutôt sur la partie exe.
Voilà. Et puis après descendre la fenêtre pour voir les détails. Dans les détails. Voilà, on peut également voir en fait, donc via le PID ou via les exés, tout ce qui est processus parent. Puisqu'en fait, du coup, vous pouvez retracer toute l'attaque en venant processus par processus et ligne de commande par ligne de commande de tout ce qui a été envoyé. Notamment, là, on va voir la ligne de commande qui est là, le endpoint concerné, et voir le rapport d'analyse, s'il te plaît, pour le forensic. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va remonter toutes les signatures numériques également des éléments qui ont été concernés. Et ce qui fait que dans l'interface après, on peut faire du recherche et blocage de l'intégralité également des signatures numériques qu'on a détectées sur le réseau. Bon, voilà pour cette partie-là déjà. Je pense qu'on va partir sur la partie NTSA. Ah oui, tiens. Du coup, c'est vrai qu'on allait oublier autre chose. Directement depuis ici, du coup, si il y a des contaminations qui partent un petit peu dans tous les sens sur le réseau, on est capable également d'isoler directement la machine. Mais on peut continuer quand même à lancer des investigations directement dessus. Et après, une fois que toutes les investigations ou le problème a été résolu, on peut le réactiver directement sur le réseau. Mais ce qui fait qu'on peut l'isoler totalement et facilement directement depuis l'interface. Oui, alors SAT est également donc, une solution qui va se baser quand même, qui est un outil de prévention. Donc c'est-à-dire que son but premier va être quand même de vous empêcher de vous faire infecter. Mais cependant, ça reste quand même de l'analyse qui reste au niveau des endpoints. C'est pour ça que Bitdefender aussi, on a une nouveauté à vous présenter aussi pour aller plus loin en termes de détection et d'investigation, puisque maintenant on a une nouvelle solution aussi qui lui n'est pas un outil de prévention, mais vraiment un outil de détection et d'investigation. Juste, il y a 2-3 slides avant de la console. Et donc, cette solution va permettre de mettre en évidence sur l'infrastructure des choses que vous ne pouvez pas voir avec des solutions de endpoint, pour une simple et bonne raison. C'est que c'est une solution qui va se baser sur de l'analytics et notamment l'analyse de l'ensemble des métadatas qui circulent au sein de votre infrastructure. C'est-à-dire qu'en plaçant cette solution et en captant les métadatas, on va pouvoir déjà analyser tous les flux qui soient entre nord, sud, est, ouest. Et ensuite, ça va mettre en évidence plus que des brèches au niveau du réseau, mais tout un tas d'éléments que vous n'en avez pas soupçon forcément, tout ce qui est Shadow IT, tout ce qui est le fait de déposer des éléments sur des stores externes que vos utilisateurs peuvent le faire, vous n'allez pas forcément le savoir, parce que les outils de prévention vont vous le notifier si ça a été bloqué, mais vous n'allez pas superviser tous les flux HTTP, tous les flux HTTPS, de savoir qui est-ce qui a contacté quoi ou quoi. Donc au niveau de cette solution, en plus elle est très simple à mettre en place, puisque donc on va avoir une première partie avec les boîtiers probe, qui peuvent être en virtuel, en physique, peu importe, qui eux vont capter l'ensemble des métadatas de l'infrastructure. Une fois que ces métadatas ont été captés, on va les envoyer au NTSA qui lui va les analyser, les orchestrer et vous faire remonter donc ce qu'il y a à comprendre de ces métadatas et surtout s'il y a une attention particulière à effectuer sur tel device, sur tel flux réseau, sur tel protocole, etc. etc. Cet élément-là, enfin cette solution du moins, en fait est suite au rachat notamment d'une société qui s'appelait Red Sox par Bitdefender, qu'on a intégré dans nos labos. Et ce qu'on a rajouté surtout, c'est toute la threat intelligence de Bitdefender à cette solution pour l'enrichir sur la détection également de metadata. Et pour rappel, la threat intelligence de Bitdefender est quand même le premier réseau de protection de la planète aujourd'hui. Donc c'est pas rien quand même. Ensuite, une fois qu'on a mis cette solution en place avec donc, les probes et le NTSA, tout peut être interprété depuis la console web ou depuis un SIEM. Donc c'est très simple à mettre en place. C'est du mirroring, donc aucun ralentissement du réseau, puisque de toute façon ça ne fait pas de goulot d'étranglement. Ce n'est que du mirroring de port qu'on effectuera. Donc, ce qui fait que voilà, ça permet d'aller plus loin que les outils de prévention et de voir toutes les fuites d'informations que vous pouvez avoir sur votre infra, que les outils de prévention, je le répète encore une fois, mais ne verront pas. Du coup, sur l'interface, on va aller dessus et on va vous montrer un petit peu comment on peut mettre en évidence ces différentes détections. Je pense qu'il va falloir mettre à jour la résolution. Bon, c'est les aléas du direct, ça.
Dans Chrome, mais moins de 100% sinon. Dans Chrome, là-haut, baisse, mais moins de 100%, mais 75% peut-être. Bon, on va essayer de diminuer la résolution pour que ce soit un peu plus visible. Un peu plus petit, ça serait mieux encore parce que là, on voit pas grand-chose. Oui, je pense que c'est bon comme ça. Du coup, ici, bon, on va tomber sur un tableau de bord qui va surtout faire remonter les informations avec différents niveaux de criticité. Donc, bien sûr, en fait, on va faire remonter les niveaux 1 principalement. Donc là, qui peuvent être des menaces ou des fuites d'informations. On va voir un petit peu plus en détail après ces éléments-là en cliquant dessus. Par contre, on va aller dans les catégories directement avant d'aller sur le tableau de bord. Dernier onglet. Catégorie juste en dessous de détection. Ah voilà. Très bien. Voilà, donc ça en fait, une fois qu'on a capté l'ensemble des métadatas, on va les orchestrer et ça va permettre de mettre en évidence tous ces éléments-là. Que ce soit justement du botnet, que ce soit justement là aussi du mining, du minage dans votre infrastructure, notamment tout ce qui est cryptojacking. Je ne sais pas si tout le monde est au fait, en fait, notamment de cette dernière attaque-là. Nous, auprès de Bitdefender, par exemple, on annonce qu'il va y avoir 100 fois plus de cryptojacking que ce qu'on a pu rencontrer de ransomware en 2017. Pour la simple et bonne raison que c'est une attaque qui est silencieuse, non visible, et qui peut durer ad vitam aeternam. Il n'y a pas qu'un seul paiement qui peut s'effectuer. C'est tout au long de l'année. Et c'est beaucoup plus intéressant que n'importe quel ransomware, dans le sens où par machine, aujourd'hui, par exemple en Monero, un cryptojacking peut générer 0,25 $ par machine. Par jour, par machine. Si on enrôle 2000 machines, ce qui n'est pas grand-chose en soi, ça fait quand même du 500 $ par jour. À la fin de l'année, ça fait 182 500 $ générés juste en enrôlant 2000 machines avec du minage. Donc c'est quand même beaucoup plus avantageux pour les hackers que de passer sur du ransomware où il n'y a qu'une seule rançon qui est effectuée et qu'en plus c'est visible. Et donc c'est des choses qu'on peut également détecter en se basant sur de la métadata et de mettre en évidence, attention, telle adresse IP génère tel minage, attention, tel flux réseau, attention, voilà, ce genre de choses-là. Mais pas que, puisque donc si on redescend après, tout ce qui est scan de port, pour mettre en évidence, tout ce qui est BitTorrent, c'est une chose, mais Cloud Storage. Qui est-ce qui aujourd'hui peut s'assurer qu'il n'y ait aucun utilisateur dans son infra qui est capable de déposer des documents donc confidentiels, par exemple sur du Dropbox ou des stores comme ça? Autant les donner directement aux autres pays ou aux autres entreprises, parce que de toute façon, c'est totalement public, ces storage-là. Donc là, ça permet de le savoir aussi. S'il y a des prises de connexion à distance, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que des fois, quand on a une sécurité périmétrique qui est bien costaud, les hackers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont préparer des clés USB avec des tunnels en HTTP qui se montent en autorun. On jette ça devant l'entreprise et je peux vous assurer qu'il y aura au moins un utilisateur qui va en récupérer une. Et la première chose, il la branche sur son poste de travail. C'est réglé, il a la main dans l'infra. Donc c'est ce genre de choses-là que vous n'allez pas pouvoir le voir, sauf quand c'est bloqué au niveau des outils de prévention. Mais avec des outils de détection et d'investigation, notamment sur de la métadata, on peut mettre en évidence ces éléments-là, les faire popper et que vous puissiez intervenir directement dessus. Du coup, si on retourne un petit peu sur la partie dashboard et historique, plus sur la partie historique, du coup, on va sélectionner une menace notamment. Voilà, mais même déjà d'ici, en fait, là, voilà, je peux voir qu'en fait, il y a un trojan qui est en train de miner du Bitcoin. Et si on clique d'ailleurs sur celui-ci, non, c'est pas celui. Oui, si. Non, c'est pas celui-ci. Reviens dans la page précédente. Voilà. Celui-ci. Non, encore, voilà. Et par exemple d'ici, je peux le voir très facilement que donc, bon, en fait, j'ai l'export d'adresse IP, mais dans mon infra, donc le 172.17.3.14, par exemple, je sais qu'il est en train de miner du Bitcoin. Alors, après, on peut même accéder directement au flow de data, on peut voir la destination qu'on va pouvoir comparer sur VirusDotal. Si c'est normal, on peut le whitelister, sinon on peut lancer de l'investigation directement dessus, mais ça permet d'avoir directement les alertes qui vont remonter sur ces éléments-là.
Et après, si on le souhaite, on peut, s'il y a des audits spécifiques sur tel ou tel segment, sur tel ou tel endpoint, on peut après créer des logs de collecteurs qui vont générer directement des fichiers d'analyse qui seront envoyés au SIEM et qui seront analysés directement et popés dans le SIEM directement. Éventuellement, est-ce que vous avez déjà des questions peut-être sur cette solution-là? Non? Si, oui? Comment la solution a détecté ce comportement? Est-ce que c'est basé sur la réputation de l'IP d'Est ou c'est par rapport à son comportement? Alors ce ne sera pas sur un comportement parce qu'on n'a pas directement d'analyse comportementale, il n'y a rien qui est installé sur les endpoints. Là en fait ce qu'on fait c'est qu'on capte l'ensemble des métadatas qui sont sur le réseau. Uniquement en faisant ça, en captant les métadatas et donc les échanges de métadatas sur le réseau, le NTSA les interprète et donc remonte ça dans la console. Mais c'est uniquement en se basant sur des métadatas. Il n'y a aucune analyse comportementale. Les analyses comportementales, par contre, on peut cohabiter avec. Parce que par exemple, si on rajoute des agents endpoint dessus pour la prévention, on peut leur mettre de l'analyse comportementale, qui vont remonter par rapport à des menaces. Mais là, c'est uniquement via les métadatas. Uniquement. Et ce qui fait que ça consomme absolument rien au niveau du réseau, parce que même en port mirroring, on n'est que 1 à 1,5% du flot de data qui est utilisé pour les métadatas. Donc c'est vraiment très léger également. Oui, oui, excusez-moi. Où est-ce que se font vos règles de corrélation? Toutes les règles de corrélation en fait, se font au niveau du NTSA. De toute façon, c'est en deux éléments. En fait, il y a le probe ou vprobe, peu importe. Lui, son unique rôle, c'est de capter les métadatas. C'est son unique rôle. Et après, tout est renvoyé au niveau du NTSA. Alors, le NTSA, en fait, il peut être aussi en local directement chez vous. Il n'est pas forcément obligé d'être dans un cloud ou quoi que ce soit, directement chez vous. Et c'est lui qui fait toute la corrélation. C'est lui qui fait toute l'orchestration des métadatas et qu'après, qui peut faire d'ailleurs des analyses forensiques aussi directement au niveau des données. Mais tout se fait au niveau du boîtier NTSA. C'est une solution en deux éléments. Même si après, bien sûr, quand on a des réseaux explosés, des réseaux en mode satellite un petit peu à travers différentes régions, on peut rajouter autant de probes que l'on le souhaite pour absorber autant de réseaux que l'on souhaite. Et même, on a notamment des clients qui sont des FAI qu'on peut mettre vraiment même en sortie de routeur pour analyser tous les clients qui sont derrière avec tous les échanges de métadatas. Ça fonctionne également. Et tout se fait au niveau du NTSA. Qui peut être d'ailleurs donc en cloud, sur site, pour des probes pareils. Enfin, dans les probes sont forcément sur site, mais après NTSA en cloud ou directement sur site. Peu importe. Du coup, oui, donc là, c'est pour voir un petit peu de façon générale. Sinon, on peut aller spécifiquement par device. Et donc là, remonter. Donc voilà, en fait, là, on a l'ensemble des devices qui peuvent remonter, avec l'ensemble des niveaux de détection qui ont popé à côté. Et après, on peut aller dans le détail pour aller spécifiquement sur du device, plutôt que de rester sur globalement du réseau et d'aller après chercher sur à qui ça correspond à qui. Donc on peut mettre en fait des VIP également en supervision et notamment en plus des vprobe, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on a des applicatifs qu'on peut rajouter éventuellement sur des machines plutôt VIP, très VIP, pour collecter les datas dans des filtres spécifiques dessus et donc créer des alertes spécifiques par rapport à des VIP, par rapport au DG, par rapport au RSSI, au DPO, etc. etc. Pour finir sur ça, est-ce que tu peux mettre la slide avec multicouche de protection là, voilà. Donc pour faire un résumé un petit peu aussi au niveau de l'approche et de la vision de Bitdefender sur la sécurité, et bien en fait on a par exemple sur cette slide là une vision globale. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois déjà du contrôle et du renforcement au niveau de nos produits, ce qui fait que ça nous permet, nous, de réduire le scope d'infection possible au niveau des machines. Tout ce qui va venir des applicatifs, qui est l'un des vecteurs d'infection les plus importants aujourd'hui, on va faire du contrôle applicatif, notamment avec du whitelisting applicatif, ce qui fait que plutôt que de blacklister certains applicatifs, là, on va plutôt faire un inventaire complet des applicatifs que vous utilisez, on les remonte dans la console et on les bloque. Enfin, on les bloque. On les autorise à fonctionner, mais tout nouvel applicatif qui sort de cette whitelist sera bloqué de base et soumis à l'administrateur. Même que ce soit de l'applicatif installé ou en mode portable, peu importe.
Ensuite, on a de l'achifrement de disque pour éviter, si on se fait voler son poste ou ce genre de choses-là, que les données soient exploitées derrière. Protection face au web, protection face aux appareils, notamment clés USB, etc. Parce que ça, je vous l'ai dit, si la sécurité périmétrique est trop forte, le hacker en fait essaiera de passer par du contrôle de device. Et ensuite, bien sûr, du pare-feu. Suite, en fait, une fois qu'on a réduit le scope d'infection possible, sur ce scope restant, ce qu'on va faire, c'est détection et exécution. C'est-à-dire que là, dans cette détection, on va appliquer les nouveaux moteurs, donc là aussi pour détecter des fileless, de l'obfuscation, de l'EDR également. Donc là, on est capable d'isoler du poste. On va remonter donc tout ça sous forme graphique dans l'interface. Et ensuite, s'il y a besoin de pousser l'analyse encore, après, donc en fait, on a de toute façon le Process Inspector, nous, qui va continuer l'analyse comportementale pendant toute l'exécution de la machine. Et après, ça va être du reporting, de l'action automatique, de l'envoi au niveau du SIEM également. Et on fonctionne également par module d'API, si vous le souhaitez, pour pouvoir même piloter la solution directement via des solutions tierces. Bon, et on est arrivé à peu près à la fin de la présentation, il nous reste 5 minutes. Du coup, si vous avez des questions en termes de détection, d'investigation, à différents niveaux. Oui. Je vais faire passer le micro, mais est-ce que vous pouvez faire passer le micro, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, je voulais savoir, depuis 2 ans maintenant qu'on a eu un CryptoLocker polymorphe, est-ce que vous avez évolué? Parce qu'à l'époque, je dirais, il y a eu un seul antivirus qui disait fichier acceptable mais non dangereux. Mais aujourd'hui, en espérant que demain les hackers ne relancent pas un polymorphe, est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes capable de détecter le polymorphe à l'entrée? Alors oui, pour le polymorphe, on est capable de le détecter, mais justement en se basant sur des nouvelles technologies dites next-gen, avec de l'EDR, puisque des moteurs classiques, fichiers de signature, sandbox et comportemental, ne peuvent pas détecter justement ces menaces polymorphes. Et justement, elles ont été créées pour passer à travers les solutions traditionnelles. Et donc c'est pour ça qu'on arrive avec la next-gen, le machine learning qui est couplé donc avec ces moteurs-là, pour maintenant détecter en pré-exécution. Disons que c'est des moteurs de next-gen qui agissent en pré-exécution avant que ce soit en exécution sur la machine. Et après, on laisse le comportemental. Mais c'est normal que si vous n'avez pas de next-gen, vous ne pourrez jamais détecter du polymorphisme, vous ne pourrez pas détecter du fileless attack, ni voilà toutes les menaces d'obfuscation qui existent maintenant. Parce qu'elles ont été créées spécialement pour passer à travers les solutions traditionnelles. Donc oui, nos solutions ont évolué, et heureusement du coup maintenant pour détecter ça. Et d'ailleurs on fait des tests, on fait des POC aussi si vous le souhaitez, pour prouver qu'on détecte bien ces menaces-là. Une autre question peut-être? Non? Bon. Dans ce cas-là, on est au stand E30. Si vous le souhaitez, même discuter d'un projet particulier ou autre, n'hésitez pas. On est là, on vous accueille. D'ailleurs, on sert des petits cafés aussi pour vous réchauffer, hein, si vous le souhaitez. Donc voilà. Merci.